Bonjour à tous et à toutes. Bonjour tout le monde. Bonjour Jean. Bonjour Johan, comment vas-tu? Très bien et toi? Très bien. Ouais, mieux bien. Maintenant que nous sommes prêts à faire une nouvelle chronique. Ouais, une chronique, Très non pas d'un enrichissante. film. Non pas d'un film. Pas d'un film, mais plutôt d'un monument. Ouais, Du cinéma. un monument du cinéma cinéma d'épouvante. et qui s'appelle George A. Romero. le réalisateur du film La Nuit des Morts Vivants. Exactement. Bon, il n'est pas connu uniquement que pour La Nuit des Morts Vivants. Bon, il est connu pour une sacrée filmographie. Enfin, nous n'allons pas nous attarder sur tous les films, évidemment. il y en a une Nous chier. allons surtout, nous allons énumérer la plupart de ses films, bien sûr, sa filmographie, et surtout, évidemment, tous ses films phares, donc les plus connus, tels que, comme tu viens de le dire, La Nuit des Morts Vivants. Le Jour des Morts Vivants, Zombie, Dawn alors. of the Dead à l'anglaise, hein. Dawn of the Dead. Et forcément, bien donc tous les autres qui sont ouais, arrivés par la suite. Oui, comme Le Territoire des Morts, Ah, absolument. Diary of the Dead et alors Tout à Iceland of the Dead. Non, Survival of the Dead. Avant, Survival of the Dead. Exactement. Ça devait s'appeler Iceland of the Dead, mais ils l'ont transformé pour être Survival Oui, of the tout Dead. à fait. Ça se passe dans une île, mais bon, c'est un peu minimaliste comme titre. Un peu minimaliste, oui. C'était- Et alors, on avait un peu de mal à voir un peu l'accroche qu'il y avait entre ce qui raconte à l'image et le titre en Tout lui-même. à fait, tout à fait. Donc, on savait pas trop véritablement si c'était un titre qu'il fallait pour ce type de film. Je vois. Bon, enfin voilà, mais mis à part les films de zombies, parce qu'il est reconnu comme le parrain des films de zombies, Tout à fait. le papy, le père Le surtout, père. le père, Le géniteur du genre. c'est ça. Mais il a aussi réalisé des films comme Creepshow, qui est déjà basé sur une bande dessinée. Oui, tout à fait. Mais il y a toujours un point commun dans sa filmographie, c'est que ça restera éternellement de l'épouvante et du gore. Voilà. C'est ça, beaucoup. Nous avons donc, pour la filmographie, en 1973, Season of the Witch, donc là, forcément, ça parle La de saison sorcières, des hein. sorcières, ouais, bah, ça Exactement. d'office. Ensuite, donc, en 1973, c'est un peu le cousin de La Nuit des Morts Vivants. The Crazy, La Nuit des Fous Vivants. Des titres bien ridicules tout de même. Très hein, quand même. ridicule. Mais au final, on se rend compte que dans les films qu'il fait, il y a toujours une satirique sociale. Hein. Que ce Oui, soit dans les films de oui, zombies, tout à fait, The tout à Crazy, il y a beaucoup de satire à ce niveau-là. Et surtout parce que il démontre que les personnages qu'il y a dans ces films ont beaucoup. C'est pas uniquement qu'un impact, je veux dire sociologique, mais aussi psychologique. Oui, tout Par à fait. rapport aux situations qu'ils vivent. Donc ils peuvent aussi bien devenir gentils au début que devenir très très arrogants et méchants et le genre de personnage qu'on voudrait pas trop sifier, mais qu'au final Oui, les oui, autres voilà. se rendent compte que en fait ils doivent suivre ce mec-là. Un peu le cas, bon, ce n'est pas véritablement qu'ils le suivent, mais comme dans La Nuit des Morts Vivants, quand il y a le personnage de Ben qui est joué donc par Un Afro-Américain. Voilà, justement. voilà. Il y avait à l'époque justement toute une polémique C'est ça. autour donc des Afro-Américains. C'est ça. Et alors, ce qui de la était fin de l'esclavage, C'est ça. des Ku Klux Klan, enfin bref, de tout ce qui tourne autour du racisme, hein, donc, et du détestable climat vis-à-vis de la communauté C'est ça. afro-américaine. qui était joué par John. Quelque chose comme ça, oui. Et en tout cas, voilà, c'était quand même, Ouais. allez, pas une première, mais bon, tout de même, il fallait oser à l'époque, je dis bien à l'époque, d'embaucher un Afro-Américain C'est ça. pour incarner un des personnages principaux, même, on va dire le héros. Ouais. Le Le héros, du film, le c'est brave ça. personnage, Le- incarné par un Afro-Américain, C'est ça. plutôt que par un blanc américain. Et vous n'êtes pas monté les dégâts. Avec tout le refus, on pensait qu'il démolissait la baraque, alors on a préféré attendre pour être certain. À un moment donné, il rencontre le personnage de Harry Cooper. Oui, oui. Voilà. Détestable. C'est Harry ça. Cooper, oui. Il est détestable à la fois par le. Il est lâche, surtout. C'est ça, il est lâche. Tu seras toujours aussi lâche. Ce qu'il y a, c'est que justement, on finit par se rendre compte que le fait est qu'il soit obsédé de vouloir s'abriter dans la cave. Bah, à la fin, le Ben, il le fait quand même, quoi. Bah oui, bon, on se rend compte qu'en fait, Harry Cooper, malgré le mauvais bonhomme qu'il était, bah, en fait, il avait quand même raison. Déjà, même George Romero, il le dit dans un des documentaires liés au film La Nuit des Morts. Oui, mais disons que, allez, un des nombreux messages, c'est que parfois la lâcheté a fini par avoir raison. Voilà, pour en revenir à la filmographie, en 1976, il y a Martin, ouais. Martin, donc. Ça raconte l'histoire d'un gars qui est persuadé d'être un vampire, mais en fait, c'est un psychopathe, quoi. Absolument, absolument. Et je me souviens vaguement du film, je l'ai vu il y a très longtemps. Très très bon. Nous en étions à La Nuit des Morts Vivants, et nous
nous en sommes à la suite en 1978 avec Zombie, Dawn of the Dead, donc le premier du nom. C'est la suite logique de La Nuit des Morts Vivants. Hein. C'est la suite, ouais. Voilà. C'est ce qui parle après, comment je veux dire, pas l'asservissement, mais où ça parle d'après la nuit. Donc ça se passe, je pense même le lendemain ou durant les mêmes moments. C'est la même période en tout cas. Pour en revenir à la filmographie, nous avons Night Riders en 1981. Qui est aussi joué par le maquilleur des effets spéciaux de Dawn of the Dead, Tom Savini. Tom Savini, exactement. Le légendaire Tom Savini, hein, avec sa légendaire moustache. Ouais, moustache et même bouc, hein, parce qu'il portait des boucs. Oui. C'est un payé à moustache. T'as jamais vu ça? Bon, à part être maquilleur et jouer dans les films de George Romero, il était aussi cascadeur, donc il avait plusieurs casquettes. Oui, mais c'est un rescapé de la guerre du Vietnam. Et de la, voilà, il a été traumatisé. C'est ça. Et voilà, c'est une petite parenthèse à l'histoire de Tom Savini. Il a été tellement traumatisé par ce qu'il a vu pendant cette guerre, des cadavres empilés les uns sur les autres, que voilà, il a stigmatisé cette image de cadavre pour réaliser. Et voilà, c'est devenu son moyen d'expression par la suite. Nous avons en 1982 le très connu Creepshow. Creepshow, basé de la bande dessinée. Exactement. Écrit par Stephen King, parce qu'il y avait donc un partenariat avec George Romero et Stephen King. Exactement. Et alors Stephen King joue aussi le rôle d'un homme qui vit dans une caravane au début dans Creepshow, qui se transforme en plante et qui se fait sauter la cervelle. D'un météore, voilà, qui a touché un météore comme ça, qui a la curieuse tendance à faire se développer la végétation de manière exponentielle. Et donc, à un moment donné, on a le personnage de Stephen King, hein, qui a l'air d'un gros béné, gogol. Nom de Dieu, nom de Dieu! Il a malencontreusement touché. Avec des dents de lapin en plus. Exactement, des dents de lapin, voilà. Et il finit par lui pousser de l'herbe partout. Hein. Il devient une plante. Grassman, on va dire, l'homme pelouse. Il a de la pelouse qui lui pousse sur le visage, sur les cheveux, les mains. À un moment, il se transforme en plante totalement. Je ne vous cache pas que ce sera sans doute extrêmement douloureux, monsieur Véry. Mais voilà, disons que Creepshow reste un film parodique avant tout. Hein. Bon, d'ailleurs, on reprend la scène de Je veux mon gâteau, hein, le personnage gâteux et capricieux. Ouais, ça c'est la première histoire. C'est en plusieurs sketchs d'ailleurs. Voilà. Plusieurs sketchs, c'est ça. Voilà, exactement. Plusieurs sketchs. Et je me demande bien si, ça n'a rien à voir avec George Romero, mais si l'équipe de production pour la série Tales from the Crypt se sont pas inspirés de ça. Je me le demande. Vous savez, ça pourrait être possible. Tu sais, je pense qu'il y a tellement d'œuvres qui ont été inspirées par d'autres œuvres que non, ça serait pas surprenant. Hein, non, bien sûr. Je pense que certaines œuvres, même parodiques, peuvent servir d'inspiration à des œuvres beaucoup plus sérieuses. Allez, Tales from the Crypt, ça reste quand même un peu parodique. Hein. Ouais, c'est parodique. Hein, c'est juste plus performant au niveau des effets spéciaux. Tout va aller très bien. Il y a eu aussi une suite à Creepshow, le premier, il y a eu un deuxième. Oui, Creepshow 2, mais la même chose, hein, il n'y a plus la même magie. Hein, non, c'est plus la même chose. Enfin, Tom Savini a participé au tournage. Il n'y a plus la magie de Romero, et de Stephen King. Hein. L'ambiance n'est pas là. Alors maintenant, voilà, un autre film phare de George Romero. En 1985, nous avons Le Jour des Morts Vivants, qui est la suite logique donc de Dawn of the Dead, Zombie, donc qui se passe au supermarché. Et là, voilà, donc ce sont les rescapés, hein, donc de la première version. Hein, voilà. Ce qui est marrant, c'est que on a l'impression qu'il y a un souci chez Romero. Enfin, il n'est pas le seul, comme beaucoup d'autres réalisateurs. Il y en a beaucoup. Une mixité culturelle. Il faut absolument qu'il y ait un blanc, un noir, un asiatique et un afro. Voilà, c'est ça qui est fascinant. Il y a toujours, et c'est très bien d'ailleurs. Voilà, parce que ça permet justement à ce genre de film de montrer, on va dire, cette volonté de mixité culturelle. Oui, je vais te dire autre chose. Et alors ça, jamais tu n'imaginerais. Dans un autre ordre d'idées, jamais on n'a pu savoir pourquoi les étoiles sont là où elles sont. Ce n'est pas le travail de l'homme d'imaginer ce genre de choses. Le boulot que tu fais, Sarah, est donc une perte de temps. Et le temps, c'est tout ce qui nous reste maintenant. D'après moi, ce que je fais, c'est tout ce qui reste à faire. Dommage. Il y a tellement d'autres choses à faire. Oui, plein. Alors donc, en 1993,
il y a La part des ténèbres. Là, c'est inspiré évidemment, encore une fois, c'est un partenariat Stephen King, Stephen King Romero, avec Timothy Hutton, donc qui joue le personnage un personnage double comme ça, hein. Mais son double n'est pas tout à fait, n'est pas vraiment un double psychiatrique, c'est un réel double paranormal. C'est une part de lui, en résumé, hein, un écrivain à la base, depuis tout petit, qui a eu une espèce de victime d'une tumeur, une forme de tumeur au cerveau. En réalité, c'était pas une tumeur. Lors, au cours de l'opération, ils ont remarqué qu'il y avait un frère siamois à l'intérieur du cerveau, donc, du personnage, de l'enfant. Alors, quand ils ont séparé cette partie siamoise qui était douloureuse et pénible à vivre pour l'enfant, malgré tout, cette deuxième partie siamoise a continué à vivre spirituellement et même physiquement. S'est incarnée par la suite en tant que double, alter ego, mais mauvais, du personnage principal. Et c'est ça, c'est la part des ténèbres. La part des ténèbres, c'est justement ce double personnage qui prend vie à partir même des écrits du personnage principal. Enfin bref, on pourra... Ça doit être assez trash quand même. C'est pas un film gore, hein. Bon, il y a certains passages impressionnants, hein, mais c'est assez malsain. C'est très bien. C'est très bien. Trash par rapport au fait que ce soit malsain. Et évidemment, bon, on retrouve toujours l'univers typiquement, semi-spirituel de Stephen King, hein, qui mélange, comment dire, onirique et réalité. Cette tendance à Stephen King qu'il a justement de rendre certaines parties oniriques à la réalité, hein. Le fait, par exemple, que le personnage prend vie dans la réalité, le fait qu'il y ait cette histoire de passereaux, justement, les passereaux qui viennent menacer l'alter ego démoniaque de l'écrivain. Enfin bref, voilà, on retrouve beaucoup ce genre de climat. Et encore une fois, c'est encore très très bien réalisé. C'est un Romero comme on les aime. Comme on les aime. Ça d'office. Une mise en scène superbe. C'est un film absolument à ne pas manquer. Bon, il date quand même de 1993, mais bon, tout de même, c'est un excellent film. La décision est votée à l'unanimité. Nous avons en 2005 un autre film phare. Ben là, bon, voilà, on reste dans la chronologie des morts vivants. C'est Le Territoire des morts, Land of the Dead. Donc là, bon, on a un casting énorme. Je pense que c'est même le plus gros casting, il me semble. C'est le plus gros, où il y avait, il y avait donc Asia Argento, la fille de Dario Argento. Oui, absolument. Il y avait donc Simon Baker, et alors il y avait aussi l'un des acteurs qui interprétait le rôle de Charlie, et qui lui justement joue dans la série Les Experts, mais le nom, je ne sais plus trop bien. En tout cas, on le voit dans La colline à des yeux. Aussi, remake, oui. Donc, on le revoit dans celui-là, méchant principal avec une espèce de bec de lièvre. C'est ça. Le pire psychopathe avec sa chaîne comme ça, son espèce de chaîne tranchante. Enfin bref. Enfin voilà, c'est un personnage habitué au rôle bizarre comme ça, au rôle malsain. C'est ça. Et Eugene Clark dans le rôle de Big Daddy, où on le retrouve actuellement dans une série, je vais pas dire policière, mais où il interprète le rôle d'un juge. Bien sûr. Alors on a évidemment le grand Dennis Hopper. Dennis Hopper. Dans le rôle du grand méchant, le grand Manitou de la ville. C'est ça. De ce qui reste de la civilisation, bon, une civilisation pas totalement civilisée, hein, non, plutôt tyrannisée. Hein. Tyrannisée. Nous avons donc ensuite Chronique des morts vivants. Ça c'est Diary of the Dead. Ouais, Diary of the Dead. Où là c'est... Mais ici, on voit que Romero a le souci de se familiariser avec, on va dire ce qui est un peu à la mode actuellement, c'est de faire des docu-fiction, on va dire. Docu-fiction, de faire un film sous forme de documentaire comme ça, du style, imaginons que maintenant nous prenions notre caméra là et tout à coup filmions tout à coup une épidémie de zombies. C'est ça, et qu'on la passe sur YouTube, c'est exactement ça. Ben, il est très bien, je trouve, il est très bien fait. C'est un très bon film. Spectaculaire, c'est ça, mais bon, il reste tout aussi malsain, et les zombies sont super bien faits. Nom de Dieu! En fait, Diary of the Dead, ça explique déjà l'invasion des morts vivants, en fait. Oui, tout à fait. C'est déjà le début de leur apparition. C'est très impressionnant d'ailleurs au début, on voit sous forme de reportage avec des images même volontairement pourries comme ça. Une femme, reporter en train de filmer des cadavres, en train de se réanimer dans une ambulance, là. C'est ça. Et tout à coup, on voit le personnage avancer vers les caméras, se faire tirer dessus, mais rien n'y fait, et tout à coup, il attrape une des reporters. Il lui arrache une partie du visage, elle se retourne complètement ensanglantée. C'est ça. Et voilà. Et elle s'écoule sur le sol. Voilà, mais en tout cas, on voit que là, déjà avec Land of the Dead et avec Diary of the Dead, on voit déjà l'avancée technique. Bien sûr, l'amélioration. Déjà, la réalisation, le mix de prothèses et de numérique.
Par exemple, dans Land of the Dead, les giclées de sang sont numériques. Ils sont numériques, ouais. Tout est numérique. Ouais. D'ailleurs, même, ils en parlent dans le making-of déjà, dans le film. Oui, je n'ai pas vu le making-of, mais en tout cas, c'est pas que ça se voit, mais bon, on devine d'office. Voilà. C'est ça. Qu'il met à profit son originalité c'est ça. à l'aide donc des techniques nouvelles. Nous avons donc ensuite Survival of the Dead. Ouais. Ce film-là, malheureusement, n'a pas été très bien apprécié par beaucoup, donc je veux dire des cinéphiles qui apprécient même les films de George Romero. Et celui-ci a été, donc, comme je le disais, a été le moins apprécié pour la simple et bonne raison qu'il était moins. C'est pas qu'il était moins spectaculaire, mais pourtant le casting est très bon. Il était très bon, mais on retrouve pas ce côté, je vais dire, comme on voit dans. Parce qu'en général, quand George Romero fait ses films, il y a toujours un aspect social, psychologique, qu'on retrouve aussi dans Survival of the Dead, mais moins que dans ses autres films. Honnêtement, au niveau scénaristique, j'ai plus eu l'impression de voir un téléfilm. Ça aussi, ouais. Voilà. Allez, j'ai trouvé beaucoup moins impressionnant. Pas forcément au niveau des effets spéciaux, mais au niveau de l'atmosphère, au niveau de... on ressent pas le même degré. On ne ressent pas la même intensité que dans les autres. Même, allez, on ne ressent pas l'intensité qu'il y avait dans Diary of the Dead. Merci. Je pense que c'est une des œuvres zombies de Romero qui est le moins plaisant. Bon, ça n'engage que soi. Bon, maintenant, en ce qui me concerne, bon, c'est le moins intéressant de toute la saga. Ouais. Exactement. Mais on retrouve toujours le même point, comme dans les autres films de zombies. Malgré qu'il y a un méchant dans l'histoire, c'est toujours lui qu'au final finit par avoir raison. Dis que tu avais tort et que j'avais raison depuis le début. Et ça se passait durant le même passage que Diary of the Dead, parce que le soldat qu'on voit dans Survival of the Dead est le même qu'on revoit aussi dans Diary of the Dead. Quand la caravane elle est stoppée, il y a trois soldats qui rentrent. Il y a trois militaires. Sauf que là, il est rasé de près. Il est rasé de près, voilà. C'est ça. Et c'est une pourriture parce qu'ils volent toutes les armes quasiment. Disons que c'est devenu. Enfin, là, on le voit comme une pourriture. Voilà. C'est ça. Mais ensuite, on comprend par la suite que ce sont les événements qui rendent les gens parfois pourris. Éteins ta putain de caméra. Tout de suite. Le même personnage en fait est retrouvé par ailleurs dans le personnage là, donc qui meurt d'ailleurs, qui se fait déchiqueter, apparaît aussi dans Land of the Dead. Il apparaît, ouais. Exactement. Dans le rôle de Brubaker. Voilà, tout à fait. Et donc, voilà, Brubaker, voilà, exactement. Brubaker. Pour en revenir encore une fois à la mi-mort vivant, il y a eu le remake. Il y a eu le remake donc, qui a été réalisé par Tom Savini. Là, par contre, au niveau spéciaux, on a affaire à Gregory Nicotero, donc, qui est responsable des effets spéciaux et de maquillage dans la série à succès The Walking Dead, que je conseille à tout le monde. C'est super. À ne pas manquer en tout cas. Pour en revenir, petite parenthèse, un énorme hommage à Romero. Je ne sais pas ce qu'en pense George Romero, mais en tout cas, c'est un énorme hommage à Romero. C'est un énorme hommage, mais d'après ce que je sais, il n'aime pas trop la série. Non, malheureusement. Attention, parce que Romero n'a pas apprécié le remake Dawn of the Dead par Zack Snyder. Non. Il n'a pas trop apprécié. Il n'a pas trop apprécié. Il n'a pas apprécié que, pour plusieurs raisons. Bon, pour l'aspect, on va dire, speed. Surtout, il n'a pas retrouvé le message social comme ça. Il l'a pas retrouvé. Par contre,
énormément apprécié Shaun of the Dead. Ça oui. Voilà, Ça, justement, il a on aurait beaucoup pu faire aimé. une parenthèse à Shaun of the Dead. Ça aussi. Là aussi, c'est un... Simon Pegg et Nick Frost. Et alors le réalisateur de Shaun of the Dead. Hein. D'ailleurs, Simon Tout à Pegg fait. et le réalisateur de ce film-là, de Shaun of the Dead, ont joué dans le Territoire des Morts. Tout à fait. Zack Oui, en tant que Snyder, zombie, en tant c'est que ça. zombie, Et exactement. Zack Snyder a apparu aussi dans le Territoire des Morts. Exactement. Mais voilà, donc, voilà, il y a plein d'hommages comme ça. Ouais. Il y en a beaucoup. Non seulement à Romero, mais Romero sait rendre hommage aussi à certains Oh, il l'a réalisateurs. fait. Hein, Il l'a tout de fait. même. Dans quel film? Là, il a la question. Bon, Il y en a des tellement. clins d'œil, bon, c'est un clin d'œil par exemple à Shaun of the Dead, Ouais, le fait déjà. d'avoir pris Simon Pegg C'est et ça, Nick Frost. le Enfin bon, fils. c'est pas un hommage direct à Shaun of the Non, Dead. non, hein, voilà. c'est pas Je vraiment pense un qu'il a hommage, mais. surtout apprécié les personnages Ouais. et Mais surtout que et les Simon hommes. Pegg et le réalisateur de Shaun of the Dead sont fans déjà à la base des films de Romero. ça fait beaucoup. Et Romero, lui, quand il avait vu Shaun of the Dead, parce qu'il en parle, il en a parlé, il était éclaté de rire. Quoi. Il a éclaté de rire, rien qu'à voir le Je pense que Romero a été éclaté de rire également avec la scène Andy sur le Andy. toit. Andy, le personnage dans Dawn of the Dead de Zack Snyder, il y a un personnage Andy qui est Ouais. il tient une Un tireur, armurerie ouais. et il s'amuse à tirer sur les zombies Ouais. dans le patelin. Et qui s'amuse à donner des noms aux zombies. Burt Reynolds. Dis-lui de viser. La tronche de Burt Reynolds. Terrible. Ça. Un grand moment. Je pense que c'est un de mes moments préférés d'ailleurs. Ouais, mais c'est surtout que le personnage qui dit ça dans la version de Snyder, franchement, je sais pas où est-ce qu'ils ont été le chercher. En plus, le scénario, enfin, le personnage a bien été écrit pour ce mec-là. Mais franchement, quand tu regardes, c'est une tête à claque, le mec. Hein. Et en plus, à la fin, il devient un zombie. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il dit au personnage de Sarah, si un jour je deviens l'une de ces créatures, s'il te plaît, chérie, fais-moi sauter la tronche. Ah oui, oui, c'est oui. certain. Et je- Oui, ça, ça on va dire, c'est un peu, allez, le trou-duc. C'est ça. Le trou-duc du film, hein, oui. C'est ça. Tout Ou à alors fait. quand ils se laissent enregistrer dans le magasin en train de baiser la Oui. femme, et après ils font ainsi. Et Oui, c'est le grand macho, oui, c'est un peu l'arriviste hein, qui... C'est le macho, mais c'est aussi un des grands points justement que Snyder a repris chez Romero, c'est que c'est peut-être le macho, mais c'est grâce à lui qu'ils ont pu monter sur le bateau. Oui, mais enfin bon, disons que c'est quand même grâce à lui s'ils sont baisés à la fin, parce que Ça aussi, dans ils sont l'île qu'ils baisés. ont trouvé, il y a que des zombies finalement, Il ils y a ont mieux que fait de ça. rester en complexe commercial. Voilà, tout ça donc pour dire que parfois, bon, la solution rester moralement zombie est préférable à devenir un zombie physiquement. Ah oui, ça c'est certain. Je pense que, bon, quelle que soit l'œuvre de Romero, bon, on retrouvera toujours un message Bien derrière sûr. l'œuvre cinématographique. Derrière tout le temps. Tout à fait, que ça soit pour La Nuit des Morts Vivants, que ça soit pour Dawn of the Dead de 1958, que ça soit pour Le Jour des Morts Vivants, que ça soit pour Land of the Dead, Isle of the Dead, enfin bref, je pense que Romero est on va dire, un précurseur dans le film à message. C'est ça, d'office. Véhiculant un message. Le Parce que réalisateur. finalement, nous sommes tous des zombies. Ben, on le sont tous. Nous le sommes tous. Ça, c'est évident. Ils sont nous. Nous sommes eux et ils sont nous. Qu'est-ce que vous dites? Quand on regarde déjà maintenant le nombre de personnes qui se zombifient à regarder les émissions de télé-réalité et j'en passe, je ne citerai pas de nom, hein, mais quand on regarde, quand on fait ces recherches et qu'on voit le nombre de personnes qui se zombifient à regarder des trucs du genre Loft Story, enfin quoi que ça s'est dépassé, Star Academy, quand c'est pas Star Academy, c'est les anges de la télé-réalité. J'ai poussé chaud en horreur. Ah non, mais moi avec, hein, et encore, il n'y a pas que ça hein, qui Mais voilà, zombifie les gens. c'est la zombification. C'est ça. Télévisée. Hein, Télévisé. Maintenant, à l'heure actuelle d'aujourd'hui, c'est beaucoup ça. La zombification par la télévision. Tu vois ce que ça fait d'avoir une caméra braquée sur toi? D'avoir à répondre à des questions à la con pendant que les gens crèvent autour de toi? Tu vois ce que ça fait? Quelques petites anecdotes quand même, parce qu'il y en a quelques-unes. Il y a beaucoup de réalisateurs connus qui se sont lancés grâce à la carrière de Romero. Je vais citer tes noms. Ils se sont inspirés. Voilà, parce qu'ils se sont inspirés de son œuvre de La Nuit des Morts Vivants, surtout La Nuit des Morts Vivants. Ben, il y a déjà Sam Raimi pour Evil Dead. Oui, Sam Raimi, oui. Sam Raimi. Il a sorti Evil Dead en C'est ça. 1980. C'est ça, quoi. Wes C'est Craven. pas rien. C'est ça, Wes Craven. Wes Craven avec Les Griffes de la Nuit, Ouais, évidemment. Freddy. Alors, il y en a encore eu un autre, John Landis aussi. Oui, John Landis. Enfin, John Landis était déjà connu. Il était déjà connu. Hein. Lui était surtout connu pour ses rôles pour ses films. Ouais. Mais il a été inspiré par Romero pour le clip de Michael Jackson, Thriller. Oui. Il a été beaucoup Loup-garou inspiré et par zombie, Romero. oui, tout à C'est fait, ça. oui.
Et alors, il y en a encore eu un autre, mais il y en a eu inspiré, tellement en fait. Hein, il y a eu tellement de navets inspirés de Romero, entre autres. Hein. C'est ça. C'est ça. Il y a aussi le réalisateur du film Virus Cannibal qui est un navet inconditionnel. Et en plus, justement, ce sont ces mêmes réalisateurs-là qui ont fait la suite du film Zombie de Lucio Fulci, Zombie 3, Flesh Eater. Non, ça, ce sont des infectés, par exemple. Voilà. Ah ouais, c'est des infectés. Rien à voir avec des zombies. Rien à voir. On peut faire référence à Lucio Fulci, c'était forcément des réalisateurs, cousins, partenaires et amis de George Romero. Bon, il y a eu le très bon Lucio Fulci, très bon Dario Argento, évidemment. Tous n'ont pas eu la carrière fulgurante de George Romero. Et je voulais vous dire, à vous tous, qui regarderez tout ça, que je vais faire de mon mieux pour illustrer la vérité avec mes amis. Il n'y aura pas de mensonges, je vais tout filmer, tout. Ce sera vrai, ce sera très cru. Sinon, voilà, que pourrait-on dire d'autre? Comment pourrait-on conclure sur un monument comme George Romero? Eh bien, les formules sont multiples. Bon, je pense que je conseillerais à n'importe qui, n'importe quel cinéphile, allez fouiller le net, allez fouiller les vidéothèques restantes, et surtout, nourrissez-vous de l'œuvre de Romero. Ouais. Vous serez déçus par certaines œuvres, mais vous serez ravis par d'autres œuvres phares, que je suis sûr que vous ne manquerez pas de regarder c'est un bol de popcorn. C'est ça. Un soda à condition de ne pas vomir. Hein, non. En voyant certaines scènes. Ouais. Et alors, si jamais vous regardez ces films, surtout ces films de zombies, ne mangez surtout pas des hot dogs, des pains hamburgers, ne mangez pas parce de que viande. là, je crois que vous allez finir végétarien, quoi. Hein. Je n'ai rien contre les végétariens, hein, c'est juste une petite blague surtout, comme ça. Interdit au moins de 16 ans, on va dire. Ouais, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Hein, Alors une autre et dernière petite anecdote. Pour ceux qui ne le savent pas, figurez-vous que George Romero devait à une certaine période tourner le film Resident Evil. Malheureusement, il a un peu ça a été refusé. On va dire. Et il a parrainé, et il a aussi tourné quelques spots pubs pour Capcom pour la version du jeu Resident Evil 2. Voilà, d'ailleurs dans Resident Evil 2, on voit des scènes comme ça qui ont été un peu, pas reprises, mais utilisées. La scène de l'ascenseur, par exemple, voilà, dans Zombie de 1978, voilà, le moment où il y a le personnage de Stéphane qui est coincé dans l'ascenseur, la porte s'ouvre et il est complètement envahi par des zombies. Voilà, on retrouve le même genre de scène. Le même plan. Dans le spot publicitaire. C'est le même plan, la même scène. Mais bon voilà, étant donné que tu en parles, nombreux films, nombreux jeux vidéo actuellement, voilà, c'est le 8e art, les jeux vidéo c'est le 8e art, sont inspirés de Romero. Hein. Ils sont inspirés d'office. Tous les jeux à zombies sont, qu'on le veuille ou non, inspirés par George Romero. Dead Rising, Resident Evil, ça c'est d'office. Déjà. Bien sûr, Dead Space par exemple, sont des œuvres. C'est ça, c'est inspiré. C'est inspiré. Les Doom aussi, je pense. Entre autres, les Doom, soit ce sont des genres de zombies, des mutants plutôt. Des mutants, mais c'est un peu inspiré. Mais voilà, de toute façon, que ça soit mutant ou pas, énormément d'œuvres, que ça soit cinématographique ou que ça soit même télévisé maintenant, avec The Walking Dead, où les jeux vidéo sont largement inspirés de ce grand maître qu'est George Romero. To get you, Barbara. The unburied dead are coming back to life, seeking human victims. We don't know how many of them there are. Do you think we'll be able to defeat these things? We don't really know.
toward the city. There's nothing there, man. They're communicating. They're thinking. George A. Romero's Land of the Dead. Zombies, man. They creep me out. Voilà, très chers amis. Donc, eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous remercier donc, pour votre fidélité en tant qu'auditeur et membre de The Cinephiles Chronicles. Et donc, bien voilà, donc rendez-vous à la prochaine chronique. Pour la prochaine chronique, mais on ne vous dira point ce que c'est. Surprise. Nous pouvons vous promettre éventuellement qu'il y aura très certainement un nouvel hommage. Un nouvel hommage, mais un peu plus élaboré, on va dire. Hein. C'est quoi ça? Ouais. Ils font du boucan, c'est quoi là? Il y a un chantier en cours là? Bah, je sais pas, quoi, ils font des travaux? Attends, il y a des meutes là. Je sais pas. C'est quoi derrière? Attends, c'est quoi? Non, mais putain, attends,